Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Thomas Porcher, avec qui nous décrypterons 3 sujets cette semaine. Le président de la Commission pour l'avenir des finances publiques a rendu dernièrement son rapport à Matignon sur la fameuse dette Covid. Rapport qui a pour mission d'éclairer la trajectoire des finances publiques au sortir de la crise sanitaire. Accueilli tièdement par l'opposition, qui évoque un accord qui ne changerait pas grand-chose à la politique actuelle du gouvernement, celui-ci a pour ambition d'éviter que la dette ne gonfle à 128% du produit intérieur brut durant l'année 2021. L'horizon économique semble enfin connaître une éclaircie. C'est en tout cas ce que prévoient les économistes de la Banque de France, qui évoquent une hausse de la croissance du produit intérieur brut, 5,5% en 2021 et 4% en 2022. Nette dégradation des relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine depuis quelques semaines. En réaction à la répression de la communauté ouïghour au Xinjiang, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé de sanctionner 4 hauts fonctionnaires chinois qui ont désormais interdiction de voyager au sein des pays de l'Union européenne et qui ont vu leurs éventuels avoirs européens gelés. Commandé en fin d'année 2020 afin d'anticiper financièrement la sortie de la crise sanitaire, le rapport sur la fameuse dette Covid a été rendu par Jean Arthuis, président de la Commission pour l'avenir des finances publiques. Nous avions pour mission d'éclairer la trajectoire des finances publiques au sortir de la crise, de proposer des instruments, une méthode de pilotage des finances publiques. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on arrive à financer ces dépenses exceptionnelles. Il n'y a pas de restriction pratiquement et l'État n'a pas de difficulté pour emprunter. Oui. Mais la dette Covid, correspondant à ces dépenses exceptionnelles, va s'ajouter à une dette. Pendant plus de 40 ans, la France a été incapable d'équilibrer ses budgets publics. Et donc la dette est passée de 20% du PIB en 80 à 40% en 90 à 60%. Vous compris, si je puis me permettre. Pardon ? Vous compris. Parce que lorsque vous étiez ministre de l'économie et des finances... Moi, quand j'étais ministre des Finances, le déficit était à 6%. La méthode, c'est d'abord de poser une norme de dépenses publiques. Un principe, les dépenses publiques doivent augmenter moins vite que les recettes publiques. Et dans cette norme de dépenses publiques, il faut couvrir à la fois les dépenses de l'État, les dépenses de la protection sociale et les dépenses des collectivités territoriales. Et avoir la sagesse de poser un plancher en deçà duquel on ne peut pas descendre pour ce qu'on appelle les dépenses d'avenir, c'est-à-dire l'éducation, la formation professionnelle, l'économie numérique, l'intelligence artificielle, la recherche, la santé. Nous avons aussi posé comme principe que lorsque une nouvelle majorité s'installe au Parlement, une majorité ou une coalition majoritaire, le premier acte, avant même le discours de politique générale du Premier ministre, c'est de préparer une prévision pluriannuelle des finances publiques, de prévoir sur 5 ans ce que vont être ces finances publiques, en recettes et en dépenses. Deuxième instrument de pilotage des finances publiques, ce que nous appelons la transformation radicale de la gouvernance budgétaire. C'est d'installer une vigie indépendante, comme elle existe dans d'autres pays. Des personnalités qui sont à temps plein dans cette institution, des économistes, d'éminents experts qui peuvent être issus de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances. Toutes les lois pluriannuelles qu'on a pu faire, on ne les a jamais respectées. C'est ça, mais c'est ça le problème, oui. Mais le problème, c'est l'attitude des hommes et des responsables politiques. Et je pense que si l'opinion publique se saisit de ces enjeux de finances publiques et de dette publique, eh bien, peut-être qu'on exercera une pression sur ceux qui dirigent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que préconise le rapport de Jean Arthuis ? Tout à fait. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais planter le décor. Les conclusions sont très, très inquiétantes pour la suite. La première des choses, c'est que ce que nous dit le rapport, c'est qu'en fait, l'excès de dette publique est dû à un excès de dépenses publiques. Ce qui est parfaitement faux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, on n'est plus en 2009-2010. Enfin, vous regardez aujourd'hui, avant la crise du Covid, la dette publique française, c'était 100% du PIB, pour une dépense publique de 57% du PIB. Vous comparez avec les États-Unis, on avait une dette supérieure à la nôtre, plus de 100%, mais une dépense publique à 38%. Le Japon avait une dette publique à 240% de son PIB et une dépense publique à 40%. Donc il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette publique. C'est parfaitement faux. Et d'ailleurs, vous regardez en Grèce, qui est le pays où il y a eu la plus grosse coupe, la coupe la plus drastique sur la dépense publique, qu'est-ce qui s'est passé ?
la dette en pourcentage de PIB a augmenté. Donc le constat de départ est un constat qui est parfaitement erroné. Et ensuite, on découle des recommandations. La première des choses, c'est de mettre en place une règle budgétaire au niveau européen qui dit en fait que la croissance de la dépense publique doit augmenter moins vite que la croissance du PIB. Ce qui est complètement idiot, sans tenir compte de la situation macroéconomique, ce qui est complètement idiot. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la dépense publique qui augmente très fortement, alors que l'économie est en récession. Et là, personne ne s'en plaint. L'argent qui va aux entreprises, personne ne s'en plaint. L'argent qui va au chômage partiel, les entreprises ne s'en plaignent pas. Donc on ne peut pas mettre une règle comme ça sans tenir compte de la situation macroéconomique. C'est idiot. Et ça a déjà été fait en plus. Et la troisième des choses, c'est qu'ils veulent mettre en place un comité d'experts qui détermine la politique budgétaire. Mais là, on est où là? C'est des choix démocratiques qui doivent déterminer la politique budgétaire. Est-ce que les retraites doivent être privées ou publiques? C'est un comité d'experts qui doit décider ça? Un comité d'experts avec des mecs dont on sait ce qu'ils pensent parce qu'ils vont être choisis pour ça au départ? Et l'investissement dans l'hôpital, dans l'éducation, c'est un comité d'experts qui doit déterminer ça? Ou c'est des choix politiques et donc démocratiques? Donc vous voyez, le fait que la politique budgétaire elle soit contrôlée par des experts dont on sait ce qu'ils pensent, c'est en fait retirer une grosse partie du débat démocratique. Et donc ça, c'est très inquiétant. Et quels sont les changements que propose Jean Arthuis? Est-ce qu'ils sont à hauteur de la crise qu'on traverse? Non. Je pense que, en fait, ce que fait Arthuis et sa commission, c'est qu'il propose exactement ce qui a été fait, en fait, avant. Déjà, première chose, il propose que les dépenses publiques augmentent moins vite les prochaines années qu'elles n'ont augmenté ces dernières années. Alors là, on a beaucoup parlé des manques de moyens à l'hôpital, on a beaucoup parlé de la dotation par étudiant qui diminuait, on a beaucoup parlé... Et bien là, il propose que ça augmente encore moins vite. Donc, on n'a pas tenu compte des conclusions. Vous savez, par exemple, le rapport ne tient pas compte des effets multiplicateurs sur l'investissement. Alors là, on voit qu'on n'a pas tenu compte des leçons, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que quand on coupe dans la dépense publique, il y a des effets, en fait, on accompagne la récession. Le FMI a fait ça en Grèce, on en parlait. 2 ans plus tard, vous aviez Olivier Blanchard, qui est l'économiste en chef du FMI, qui publiait dans la meilleure revue académique mondiale, l'American Economic Review, un article disant qu'il avait sous-estimé les multiplicateurs. Et donc que la politique qui avait été menée en Grèce, plutôt que de contrer la récession, avait augmenté la récession. Sauf que, je veux dire, là, il fait ça sur un papier, c'est très bien. Eux, ils publient un rapport. Mais derrière, il y a quoi? Il y a des vies humaines. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce entre 2011 et 2013? Le chômage a augmenté. Le taux de mortalité infantile a augmenté. Les suicides ont augmenté. Les dépressions ont augmenté. Et la dette a augmenté. Et le PIB a chuté. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement. Donc on n'est pas en train de jouer là avec des chiffres. Derrière, ça concerne des vies humaines. Donc oui, les conclusions de ce rapport nous préparent un avenir, pour moi, assez semblable à celui que nous avons vécu les 10 dernières années. Alors Emmanuel Macron avait annoncé une volonté de réinventer le paysage politique. Mais c'est vrai que quand on voit la liste des membres de cette commission, on peut citer Marisol Touraine, Laurence Parisot ou Augustin de Romanet, on est encore un peu dans la pensée unique. Oui, tout à fait. Je me demande ce que fait Mme Parisot dedans, par exemple. Quelle est sa légitimité de parler de la dette publique? Honnêtement. Marisol Touraine, qui a été ministre de la Santé, qui a supprimé des lits, qui a supprimé des emplois dans l'hôpital public, elle ose là nous parler de la dépense publique. Elle devrait se cacher, loin, qu'on n'entende plus parler d'elle. Non, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'elle arrive dans une commission sur la dépense publique et la dette publique? C'est grave. Et cette commission, elle montre un certain nombre d'absences. On parle de comment gérer cette dette publique, comment la rembourser. Il n'y a pas un mot sur l'évasion fiscale. Il n'y a pas un mot sur l'optimisation fiscale. Alors là, on comprend peut-être que Mme Parisot, pour elle, ça ne compte pas, puisque ça sert les entreprises qu'elle défendait à un moment. Et Macron, dans le budget, le dernier budget, là où il a supprimé le plus de fonctionnaires, c'est où? C'est à Bercy. Quand voulez-vous lutter contre l'évasion fiscale, quand vous supprimez des postes à Bercy? Aujourd'hui, c'est les journalistes qui lèvent des informations sur l'évasion fiscale, c'est même plus les hauts fonctionnaires, tellement il y en a peu. Donc là, il y a un vrai problème. Si on veut rembourser la dette, allons chercher l'argent qui dort dans les paradis fiscaux. Mais visiblement, ça ne les intéresse pas. Il y a aussi la question sur la baisse de la fiscalité. On a baissé 50 milliards de fiscalité sur les entreprises et sur les plus riches. On nous a dit que ça allait relancer la croissance, l'investissement. Là, on n'en parle pas là-dedans. Où est-ce qu'elle est la croissance et l'investissement? Même dans leurs prévisions à eux, ils ne tiennent pas compte d'un effet croissance-investissement dû à cette baisse de fiscalité. Donc, il y a des gros manquements là-dessus. Il n'y a même pas une question, vous voyez, une question qui plaît, on va dire, aux sociodémocrates ou centristes, cette question de retirer en fait des déficits, la question de l'investissement dans l'économie verte. Vous voyez, on ne parle pas du social, parce que le social, attention, il ne faut pas toucher. Mais sur l'économie verte, là, en général, les macronistes, Mathieu Orphelin, ex-macronistes ou d'autres, sont à peu près d'accord avec ça. Mais ils n'abordent même pas cette question-là. Même pas cette question-là, pour vous dire où est-ce qu'ils sont. Ils sont vraiment, on est sur un truc
extrêmement libérale, une approche très libérale qui vise pour moi à casser clairement l'État social. Et si on maîtrise la hausse de la dépense publique, on va la maîtriser sur quoi? On va la maîtriser sur les retraites, sur l'éducation, sur la santé, comme ça a été fait les 10 dernières années. Oui, donc en gros, on ne change pas une équipe qui perd depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut s'attendre à une austérité comme ce qu'on a connu en 2011 au sortir de la crise de 2008? Il y a, au détour d'une phrase quand même dans le rapport, ils disent qu'il ne faut pas refaire la même chose. Alors ce qui est trop marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la novlangue. Alors ils ont tellement vu que c'était une catastrophe ce qu'ils avaient fait là, parce que c'était une catastrophe ces 10 dernières années, c'était une décennie perdue, même Macron l'a reconnu, mais chaque fois ils le reconnaissent, mais la politique qu'ils préconisent, c'est la même. C'est ça, moi, qui m'étonne. Donc là, ils disent qu'il ne faut pas pratiquer de l'austérité trop rapidement, mais à terme, il faut quand même la pratiquer. Et donc, on sait très bien quelle va être la conclusion. La conclusion, ça va être que l'économie va stagner, on va faire des économies sur les services publics, et tout le vocabulaire qui est... Je veux dire, tout est fait pour arriver à cette conclusion. Déjà, on compare la France qu'à l'Allemagne sur la dette. Comme s'il n'y avait que ce pays-là. Alors, certes, l'Allemagne a une dette à 60% plus faible, mais quand on regarde l'ensemble des pays développés, la dette a augmenté plus vite ces 10 dernières années avant le Covid, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon qu'en France. Donc arrêtons de nous dire qu'on est les seuls. Puis après, ils nous ressortent l'argument, oui, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu un budget en équilibre en France. Vous savez, cet argument-là, oulala, ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Bon, vous regardez les comparaisons, aux États-Unis, ils ont eu quoi? 3 années où ils étaient en excédent sur 50 ans. 3 années. Les 3 années où ils étaient en excédent, ils ont fait en sorte de retourner en déficit parce que ça arrangeait mieux leur politique monétaire avec les bons du Trésor d'être en déficit budgétaire. Donc il faut arrêter. L'Italie, 0 année. Le Royaume-Uni, 5 années en 50 ans. Donc il faut arrêter de penser qu'on est les mauvais élèves et qu'il faut nous punir, nous auto. Ça, c'est pour préparer les esprits. Vous voyez? Donc moi je crains le pire. Moi, je pense que si on suit cette commission, on ne se sera pas réinventé. Et je pense que ça va être la purge. Et là, il y aura eu 10 ans de récession après la crise financière et on est reparti sur 10 ans après la crise sanitaire. Ça fait 20 ans de récession pour la jeunesse. Enfin, pour tout le monde, c'est pas possible. Crise sanitaire, dette qui ne cesse d'augmenter et multiplication des discours qui nous exhortent à la rembourser au plus vite. Économiquement, les bonnes nouvelles tendent à se faire de plus en plus rares. Mais depuis le 16 mars dernier, certains semblent bien plus optimistes, puisque la Banque de France prévoit une croissance à la hausse pour 2021 et 2022. Alors Thomas, est-ce qu'on est sur une vraie bonne nouvelle ? Non, pas. C'est une bonne nouvelle qui est quand même de la reprise économique, mais ce n'est pas une vraie bonne nouvelle, parce qu'il faut faire attention. On a perdu 8% en 2020, et là on regagne 5%. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études pour comprendre qu'on n'est pas au niveau d'avant-crise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plus de chômage, il y aura toujours des faillites, etc., etc. Donc non, c'est une fausse bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est répété, c'est sermonné pour dire, voilà, Macron a fait une très bonne politique, ça va être super, et regagner le vote des cadres qui s'éloignent de plus en plus de Macron, parce que les cadres vont être moins touchés que les autres par la récession. Et donc, ils vont dire, ah bon, on est moins touchés, en plus il y a 5%, ce président a bien fait les choses. Mais la réalité, c'est qu'on ne sera pas au niveau d'avant-crise. Et donc, après se pose la question de la politique que l'on doit mener. Moi, je regarde ce que font les États-Unis. Les États-Unis, ils ont en 2020 15% de déficit budgétaire. 15%. Vous vous rendez compte? Nous, on est à 9%. Donc eux, ils n'hésitent pas avec les moyens, 15%. Sauf qu'ils ont très bien compris ce qu'était la politique contracyclique. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'activité, vous creusez les déficits pour soutenir l'activité. Et vous savez, en 2022, ils prévoient une hausse du PIB, de la production de richesse par rapport à 2019 de 8 points. 8 points. Nous, en France, notre prévision, elle sera à 1 point en plus. Donc vous voyez, eux, c'est des libéraux. On ne parle pas du Venezuela, là, ce qu'on aime bien. Eh bien, eux, ils sont une politique macroéconomique très intelligente. Nous, je pense que là, certes, on soutient l'activité, mais on la soutient plus mollement qu'eux. Et puis que très rapidement, ça revient au premier sujet, avec la commission Arthuis, on va faire le coup de rabot et donc on va stopper cette reprise économique, ce qui risque d'être dangereux. Donc quand Bruno Le Maire évoque un rebond exceptionnel de l'économie française, il a en tort. Je pense que c'est plutôt politique. Alors je pense qu'il joue avec le fait que voilà, les gens voient 5%, on n'a pas eu 5% de croissance depuis très longtemps. Mais 5% sur une récession à 8%, c'est pas énorme en réalité. Et à terme, 1 point de plus par rapport à 2019 en PIB en 2022, ça montre qu'en tendance, s'il n'y avait pas eu le Covid, les gens seront plus pauvres avec l'augmentation de la population structurellement, etc. Donc non. Mais comme ce gouvernement n'a pas, on va dire, le courage de creuser les déficits, parce que pour ça, il faut aller secouer les dirigeants à Bruxelles, et en premier lieu, Mme Merkel, et comme aucun de nos dirigeants n'a ce courage-là, je pense que
nous allons avoir une reprise qui ne sera pas en V, en réalité. Nous allons avoir une reprise qui sera très molle, peut-être en L, vous voyez, c'est-à-dire qu'on tombe et on... Voilà. C'est pour ça que là-dessus, vraiment, et je reviens à des sujets dont on a discuté avant, c'est aujourd'hui, dans cette crise-là, les beaux mots de dire, bon, on rajoute sur le rapport Arthuis une petite phrase pour dire qu'on va faire des investissements dans le renouvelable, ou de dire, oui, il faut quand même un petit peu aller un peu plus loin sur la relance, mais sans savoir vraiment de quoi on parle, ce que défendrait la social-démocratie et une partie du PS, sans être méchant avec eux, montre qu'ils ne seront pas à la hauteur de ça. Là, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire faire en sorte justement qu'on soit à 15% de déficit, et peut-être même plus, comme les États-Unis, voyez, pour relancer notre activité. Mais pour ça, il faut affronter clairement Angela Merkel. Et aujourd'hui, qui est capable et qui veut ça? Emmanuel Macron, non. Bien au contraire. On va voir dans le prochain sujet que, voilà, en général, il suit beaucoup l'Allemagne. Et le reste, je ne vois pas. Donc là, l'enjeu de 2022, politiquement parlant, il sera là, quoi. Qui est-ce qui est capable de ne pas avoir peur de creuser ses déficits, d'affronter l'Allemagne et d'identifier des secteurs d'avenir stratégiques où investir pour relancer l'activité? Ça mérite quand même d'aller un peu plus loin que la réflexion qui a été faite, notamment par le PS quand il était au gouvernement. Alors, qu'est-ce qui pourrait freiner ce rebond? Ce qui peut le freiner, c'est ce que nous avons dit en fait en première partie. C'est-à-dire que là, on a 9%, donc ça va, l'activité tient, on fait 5%, donc on revient à peu près au niveau en dessous, mais on essaye de regagner petit à petit au niveau. Mais à un moment, si les gens n'arrivent pas à comprendre que l'arme budgétaire, le déficit budgétaire, permet justement de soutenir l'activité, que ce n'est pas juste une arme pour éteindre l'incendie. En fait, là, dans la tête des gens de la Macronie, l'arme budgétaire, il éteint l'incendie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le privé va mal. Comme le privé va mal, l'État vient le sauver, comme en 2008, à la crise financière. C'est ce qui se passe, vous voyez, en donnant de l'argent aux entreprises, en développant du chômage partiel, etc. Et beaucoup de gens pensent qu'une fois que l'incendie sera éteint, c'est-à-dire que la crise sanitaire, on en sera sorti par la vaccination ou autre, il faudra arrêter le quoi qu'il en coûte. Et c'est là qu'il y a une bêtise, parce qu'il y a éteindre l'incendie et il y a relancer la deuxième partie, l'économie. Et ça, le rapport Arthuis, il est fermement opposé à ça. L'Allemagne, elle est fermement opposée à ça. Nos politiques ont été biberonnés à toutes ces conneries depuis des années, alors que les Américains, eux, qui sont quand même des libéraux, eux, ont très bien compris que là, c'était le moment de faire ça. Et donc, c'est ça, avoir une politique intelligente. C'est de tenir compte de la situation macroéconomique pour relancer ou non, baisser les impôts ou non dans l'économie. Ce n'est pas appliquer une doctrine comme ça bêtement, sans tenir compte de la situation, comme l'ont fait beaucoup de nos dirigeants européens et nos politiques, qui ont été biberonnés à ça. Je ne sais où ils ont appris ça, mais qui ont été biberonnés à ça en tous les cas. Avis de tempête sur les relations diplomatiques entre Pékin et l'Union européenne. Après l'annonce de sanctions à l'encontre de fonctionnaires chinois accusés d'être responsables de la répression ouïghour sur le territoire chinois, la réponse de Pékin a été immédiate. Convocation de l'ambassadeur de l'Union européenne Nicolas Chapuis pour l'exhorter à admettre l'erreur de l'Union. Depuis, c'est un festival de convocations d'ambassadeurs, de menaces interposées, et la Chine, à l'instar de l'Union européenne, s'est dotée d'une liste noire visant certains parlementaires. Alors Thomas, j'ai une première question. Ces tensions entre l'Union européenne et la Chine, et non pas un pays de l'Union, montrent-elles l'apparition d'une diplomatie européenne ? Je pense qu'il faut... alors là, il y a effectivement quelques parlementaires qui dénoncent ce qui se passe avec les Ouïghours, notamment Raphaël Glucksmann, depuis un certain nombre de mois. Et là, ça semble porter ses fruits, puisqu'il y a des tensions sur cette question-là. Mais de là à parler de diplomatie commerciale, je pense qu'il faut tout de suite se calmer là-dessus. L'Europe n'a jamais eu de diplomatie commerciale, parce que pour avoir une diplomatie commerciale, il faut un objectif commun. Quel est l'objectif commun entre l'Allemagne, la Grèce, la Roumanie, la France? Enfin, voilà. L'Allemagne, elle sert ses intérêts. Elle a fait en sorte de mettre un certain nombre d'institutions européennes au pas pour elle. La France, moi, je pense qu'elle copie plutôt l'Allemagne, parce qu'elle essaie d'être le bon deuxième de classe derrière l'Allemagne. Et puis les autres pays, ils sont plutôt victimes de la diplomatie commerciale. Puisque qu'est-ce qui se passe en fait en Europe? Quand on résume, en interne, l'Europe a réussi à être le miroir des travers de la mondialisation. C'est-à-dire qu'en son sein, vous avez des paradis fiscaux, vous avez des délocalisations d'entreprises françaises pour l'Europe de l'Est ou pour des pays du Sud qui sont moins chers. Donc tous les travers de la mondialisation sont dans la conception interne de l'Europe. Donc quand les gens vous parlent de souveraineté européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte les délocalisations françaises vers l'Europe de l'Est, on accepte les paradis fiscaux chez nous comme ça en Europe, et on est souverain Europe. C'est des conneries, tout ça, ça veut rien dire. C'est des mots comme ça lancés par Macron et par justement la social-démocratie pour dire qu'on est européen, mais après concrètement, ça veut rien dire. Et après, en externe, qu'est-ce qu'elle fait l'Europe? Sa seule diplomatie commerciale, c'est de signer des traités de libre-échange, comme elle voulait le faire avec les États-Unis à un moment,
comme elle l'a fait avec le CETA, comme le Mercosur, et comme là, elle le fait avec la Chine. Ce n'est pas un traité de libre-échange, c'est un accord bilatéral d'investissement. C'est un peu plus réduit, mais c'est le même genre de choses pour faciliter des échanges. Elle sait signer des accords, elle ne sait pas les suivre. Parce que vous savez, il y a des gens, parfois, c'est ça, ils ne sont pas dans la vraie vie. Ils sont dans leur accord en disant « Oui, c'est très bien, regardez, il y a un onglet sur l'environnement, donc Bolsonaro va arrêter la déforestation de l'Amazonie. » Enfin, il faut arrêter, il faut revenir sur Terre. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué ça sur le papier que les mecs vont arrêter. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a marqué sur le papier qu'on va faire attention un peu plus aux droits humains que d'un seul coup, les pays vont se dire « Ah, bah, c'est marqué sur le papier, je vais le faire. » Et d'ailleurs, beaucoup de gens reconnaissent que l'Europe est très forte pour écrire des traités, mais très mauvaise pour le suivi de ces traités. Donc non, il n'y a pas de diplomatie commerciale, hein. Il n'y a rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'intérêt commun, et puis parce que voilà, le seul but de l'Europe, c'est de pratiquer du libre-échange en interne et signer des traités de libre-échange avec l'extérieur. Et du coup, ces tensions, est-ce qu'elles peuvent remettre certains accords en question? On peut penser notamment à l'accord d'investissement qui a été signé entre la Chine et la Commission européenne en décembre 2020. Alors moi, ça me fait rire, là, les gens qui se lèvent, parce qu'il faut vraiment rappeler une chose. C'est déjà que cet accord d'investissement, le président de la République a tout fait pour qu'il ait lieu le plus rapidement possible. Et la majorité, là j'ai lu un article de M. Séjourné dans le JDD nous disant qu'il était contre, qu'il allait voter contre l'accord d'investissement. Bon ben, il y a quelques mois, il était derrière Macron, puisque soi-disant il le conseille. Il poussait très fortement avec Merkel pour que cet accord soit signé rapidement. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'on est encore en crise sanitaire. On nous a dit qu'il fallait revoir la mondialisation, se réinventer, mais là on poussait avec un accord d'investissement avec la Chine. Alors aujourd'hui, tout le monde fait comme si on était surpris. Ah bah on est surpris, la mondialisation repose sur l'exploitation d'individus, hein, y compris chinois d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu beaucoup d'ouvriers chinois manifester contre des multinationales européennes et américaines il y a quelques années pour être mieux payés. Hein. Derrière la mondialisation, oui, les pays pauvres font en sorte de baisser les normes sociales et environnementales pour attirer des investissements. Je veux dire, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... La question des Ouïghours, c'est une question importante, hein, mais la question globale de la mondialisation repose sur l'exploitation des gens. Aujourd'hui, vous allez en Éthiopie, c'est la main-d'œuvre la moins chère. C'est majoritairement des femmes ouvrières qui travaillent là-bas. C'est 23 € par mois. Et vous avez quoi? H&M, Calvin Klein qui sont là-bas. H&M aujourd'hui dit « Ah ben moi, j'utilise plus le coton produit par des Ouïghours », mais en même temps, il va en Éthiopie, il paye des femmes 23 € par mois pour travailler dans son usine. C'est la main-d'œuvre la moins chère du monde. Donc oui, derrière la mondialisation, il y a l'exploitation des gens. Nous le savons depuis longtemps. Et on n'a pas besoin d'avoir cette affaire-là pour s'en rendre compte. Et moi, cette naïveté, elle devient de plus en plus insupportable. De ces gens-là qui ont poussé pour qu'il y ait des accords d'investissement, qui ont soutenu tous les traités de libre-échange et qui maintenant arrivent en disant « Ouh là là, attention, ils ne respectent pas les droits humains. » Sans blague. On est où là? Non mais c'est vrai, on est où là? Je veux dire, et puis même, la Chine, avec l'austérité qui a été faite et les plans de la Troïka qui disaient qu'il fallait séparer les actifs publics, y compris en France, bah, la Chine a racheté plein de ports en Grèce, dans les pays du Sud, mais aussi en France, hein, des aéroports à Toulouse, vous voyez, et ça dérangeait personne. Elle, justement, elle a une diplomatie commerciale, elle achète des ports pour sa nouvelle route de la soie, elle a en tête quelque chose, et nous, on lui vendait tout, et puis maintenant, on dit « Ah oui, attention, peut-être que la Chine est un danger ». Enfin, il faut se réveiller, les amis. Hein. Je trouve ça bien qu'il y ait aujourd'hui des parlementaires qui se lèvent, je trouve ça bien que des jeunes s'emparent de combat, je trouve ça bien, mais après, il ne faut pas faire la... J'en ai un peu marre de ces gens qui se rendent compte 3 ans après la guerre qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il se passe quelque chose de bizarre à partir du moment où nous avons développé la mondialisation. Voilà. Et ça, c'était écrit noir sur blanc dans les livres d'économie. Des livres d'économie des pays qui ont une productivité plus faible, pour attirer les investissements, eh ben, elles doivent baisser leurs salaires et leurs normes. Tout simplement. Voilà. Donc nous savons que quand on produit au Bangladesh, en Chine ou ailleurs, nous savons que derrière, il y a de l'exploitation humaine. On le sait. Voilà. Il y a des normes sociales et environnementales faibles. Voilà. Tout le monde le sait. Donc à partir de ce moment-là, il faut remettre en cause le cœur du moteur, qui est la mondialisation. D'accord? Parce que derrière, que ce soit en Chine ou ailleurs, il y a de la maltraitance, de la souffrance humaine. C'est la fin de notre émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux. Faites un don aux médias et on vous dit à la semaine prochaine. Chaque jour, nous mesurons la catastrophe des politiques néolibérales en œuvre depuis près de 40 ans. Austérité, chômage de masse, crise. Les premiers touchés par ces politiques sont les travailleurs, les citoyens, les familles, vous. Pour changer les choses, il est impératif de nous réarmer, de comprendre les outils des puissants. Aux médias, nous voulons donner la parole à ceux que les médias traditionnels ignorent. Économistes hétérodoxes, journalistes, essayistes. C'est avec eux
que nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui et ses failles pour pouvoir construire le monde de demain. Le média change, se transforme et devient une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif pour nous permettre de continuer ces émissions d'analyse en toute indépendance. Rejoignez la coopérative du média pour que nous puissions ensemble reprendre notre destin en main contre des politiques économiques de pensée unique. Rejoignez la première coopérative audiovisuelle de France.